Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'était il y a un an, des milliers de Français se sont rassemblés dans les grandes villes de France pour rappeler leur attachement aux libertés, aux valeurs de la République. C'était quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher. Vous voyez ces rues de France avec ces milliers de personnes, avec un mot d'ordre, je suis Charlie. Un an après, l'esprit Charlie existe-t-il toujours? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Rokhaya Diallo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteure, réalisatrice, auteure notamment de Comment parler de la laïcité aux enfants. Et je le montre, cet ouvrage, aux éditions Le Baron Perché. Et c'est avec Jean Bobéro. Zineb El Razoui, bonsoir. Merci Zineb d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo. Avec nous, Philippe Doucet, bonsoir, député socialiste du Val d'Oise de la 5e circonscription, ancien maire d'Argenteuil et responsable de la laïcité au Parti socialiste. Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris, 18e arrondissement, vice-président du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, conseiller régional d'Île-de-France, et vous êtes délégué spécial auprès de Valérie Pécresse pour les Jeux Olympiques. Alors avant de commencer ce débat, eh bien on va tout de suite écouter le Premier ministre français Manuel Valls. C'était samedi lors de l'hommage rendu aux victimes de l'hypercacher de Vincennes. Manuel Valls. Pour ces ennemis qui sont patriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Rien ne peut expliquer que l'on tue à des terrasses et à des cafés. Rien ne peut expliquer que l'on tue dans une salle de concert. Rien ne peut expliquer que l'on tue des journalistes, des caricaturistes qui expriment leur liberté et que l'on tue des policiers qui sont là pour le protéger. Et rien ne peut expliquer que l'on tue des juifs. Zineb El Razoui, c'est quoi l'esprit Charlie ? L'esprit Charlie, tout simplement, je dirais aujourd'hui, c'est de lutter envers et contre tous pour défendre un périmètre de liberté d'expression qui est devenu trop cher à défendre, que certains nous demandent de renoncer à défendre, mais nous savons justement la valeur, nous savons l'importance cruciale de ne pas céder sur un point aussi subtil, aussi peu important puisse-t-il sembler à certains. Pour nous, c'est extrêmement important de ne pas céder sur une parcelle de la liberté d'expression. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'esprit Charlie, c'est devenu carrément, et c'est dommage, être capable de mourir pour ses idées, oui. Et on va en parler. Zineb, qui est évidemment Charlie. Rokhaya Diallo, est-ce que vous avez été Charlie? Est-ce que vous êtes toujours Charlie? Moi, j'ai un peu de difficulté en fait à labelliser une série d'émotions et de sentiments sous un slogan en fait dans lequel finalement on ne retrouve pas la variété d'émotions qui ont traversé la population française. C'est vrai qu'on vit dans une société où on aime bien mettre des étiquettes sur des choses. Je crois que ça a été une onde de choc pour toute la France et effectivement une véritable tragédie qui a affecté tous nos concitoyens. Mais j'ai pu comprendre que certains citoyens n'étaient pas nécessairement à l'aise avec la phrase « Je suis Charlie » dans le sens où elle pouvait exprimer énormément de choses, y compris peut-être une solidarité avec une éditoriale avec laquelle ils n'avaient pas forcément d'affinité idéologique. Moi, c'est mon cas, par exemple. Je rappelle quand même à vous avez signé un texte contre le soutien à Charlie après l'incendie des locaux en 2011, de Charlie. donc en 4 ans avant la diffusion des caricatures. Attaques. Par ailleurs, cette expression me gêne également parce qu'elle tend à faire oublier que d'autres personnes sont mortes, notamment des juifs qui étaient des consommateurs d'un supermarché. C'est vrai que je crois que c'est important quand même de rappeler qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient le simple tort d'être juif. Effectivement, c'est une tragédie qui a affecté la rédaction de Charlie Hebdo, mais aussi des citoyens qui ont été victimes en fait d'un antisémitisme absolument. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est un peu violent. Trop réducteur. C'est réducteur et ça empêche des gens peut-être de s'identifier. Moi, j'ai vu beaucoup de gens à la manifestation, par exemple du 11 janvier 2015, défiler avec d'autres pancartes, des pancartes qui disaient autre chose, mais qui exprimaient aussi une solidarité. Et c'est vrai que pour aller régulièrement dans les écoles, par exemple, auprès de jeunes publics, dans le Je suis Charlie, parfois des gens s'interrogent. Est-ce que finalement, on peut être en désaccord avec le terrorisme tout en gardant cette liberté d'expression qui consiste à pouvoir exprimer tout simplement un point de vue qui est divergent de celui qui a été promu par Charlie Hebdo, qui me semble aussi conforme avec l'idée républicaine de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Philippe Doucet, vous êtes Charlie ?
Oui, mais je suis un peu surpris du débat parce que on peut être Charlie en se disant que le point essentiel dans ce pays, c'est la liberté d'expression. Et comme je l'ai eu l'occasion de le dire, y compris à des gens qui ne sont pas Charlie, le droit de blasphème fait partie de la liberté d'expression. On ne demande pas aux gens d'être d'accord. Exact. On ne demande pas aux gens d'être d'accord. Sur le fond, par exemple, vous voyez, moi j'étais... Ça n'a pas toujours été compris comme ça, c'est pour cela. Mais je pense que derrière, par rapport à ça, moi je pense que toute la France peut être Charlie. Après, on peut ne pas être d'accord avec la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Le sujet, c'est pas ça. Mais le droit au blasphème, mais le droit au blasphème, pour vous donner un exemple, moi, des amis, il y a 10 ans, m'avaient abonné à Charlie. Vous voyez, pour mon anniversaire. J'ai pas renouvelé mon abonnement parce que j'étais pas toujours intéressé. J'aimais bien la page 1, mais j'étais pas obligatoirement intéressé parce qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est pas le sujet. Le point important dans ce pays, c'est qu'on a le droit de se moquer des autres, y compris de se moquer des croyants. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'est la France. Moi, c'est ce que j'explique à tous ceux qui peuvent être choqués. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, je ne suis pas Charlie parce que je suis heurté de voir la représentation de... Oui, mais c'est là qu'on a un débat politique fondamental par rapport à ça. Donc moi, j'ai des amis qui peuvent se sentir heurtés par la ligne éditoriale que pouvait porter Charlie, mais il n'empêche que dans ce pays, historiquement, depuis la Révolution française, on a le droit au blasphème. Voilà, ça c'est un élément important. D'ailleurs, j'ai fait une proposition de loi pour que le droit de blasphème puisse être étendu à l'Alsace-Moselle, parce qu'aujourd'hui on est encore sous le régime concordataire. Donc le point important est là. Après, il y a des croyants qui peuvent se sentir blessés par cela, mais comme des croyants chrétiens, comme musulmans. Mais derrière, le point important, c'est que dans ce pays, on puisse rire de tout. C'est ça l'enjeu important. Donc ça fait partie de cette liberté fondamentale. C'est typique à la France. Par exemple, en Grande-Bretagne, quand il y a eu la une de Charlie après les attentats, en Angleterre, eh bien, ici, vous aviez présenté la une de Charlie, je crois que vous m'aviez invité à cette émission. En Angleterre, sur Sky News, eh bien, ils n'ont pas pu présenter. Caroline Forest a pu présenter. Bien. Donc ça, c'est typique aux États-Unis, c'est le même système qu'en Angleterre, c'est pas possible. En France, ce n'est pas le cas, et c'est une liberté fondamentale. Mais ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de ne pas être d'accord. Mais être Charlie, c'est d'abord être dans la République, c'est d'abord être liberté, égalité, fraternité, mais ne pas laïcité. Être Charlie, c'est pas être hors de la République. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait la liberté de dire aussi. Bien sûr, mais parce que les gens se vivent, y compris du fait de l'apartheid, parce que dedans, effectivement, quand on est dans une ségrégation pendant des années dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, dans les banlieues, effectivement, on ne se sent pas dans la République du fait des inégalités. Donc le point important, c'est comment on est compatriote. On est compatriote comment? On est compatriote parce qu'on est d'abord pour l'égalité. Pierre-Yves Bournazel, est-ce que vous êtes Charlie, vous? Lorsque les terribles événements sont arrivés, j'ai dit que j'étais Charlie. Je suis Charlie, comme j'ai dit, je suis juif, je suis musulman, je suis français, je suis policier, parce qu'on se met à la place de celles et ceux qui ont perdu la vie par la haine et par le terrorisme. Et qu'au fond, je le dis, je suis un homme de droite, modéré, engagé, je ne lis pas Charlie Hebdo. Mais j'ai acheté Charlie Hebdo à l'époque, pour que Charlie Hebdo puisse défendre sa liberté d'expression, même contre mes idées. Parce que c'est ça l'esprit français, l'esprit voltairien. C'est je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez défendre vos idées qui sont contraires aux miennes. C'est ça que moi j'ai retenu comme message. Et je crois que l'esprit Charlie, c'était un message de tous les Français, quelle que soit leur religion, leur non-religion, leur vision politique ou philosophique. C'est de se dire, on a un esprit voltairien, un esprit français qu'on veut défendre et qui est la liberté d'expression. Voilà. Je suis moi-même croyant. Charlie Hebdo a une ligne qui n'hésite pas à taper sur les croyants, eh bien j'en suis heureux. Eh ben non, j'en suis heureux qu'ils puissent l'exprimer, parce que moi je veux exprimer mes idées dans le débat public, je veux qu'on les respecte, même si on n'est pas d'accord avec moi, et je veux que Charlie Hebdo puisse exprimer longuement toutes ses idées, toutes ses valeurs, même si je ne suis pas d'accord. C'était ça aussi l'esprit. Et je crois qu'il faut garder cette idée que l'unité nationale, elle ne peut pas être mise à toutes les sauces, bien sûr, mais l'unité nationale, c'est la défense des valeurs de la République contre le terrorisme, contre la haine et la barbarie, la défense d'un certain nombre de valeurs, elles sont essentielles et on doit être tous autour de la table, au-delà de nos clivages politiques, philosophiques, religieux, laïques, croyants, non-croyants, peu importe. On accepte tout le monde à partir du moment où on est d'abord patriote. Pour moi, le patriotisme, sa définition de Romain Gary, c'est l'amour des siens. Et on ne distingue pas et on ne trie pas parmi les citoyens. Zineb El Razoui, le débat après les attentats du 11 janvier, est-ce qu'ils n'ont pas, selon vous, fracturé encore un peu plus justement la société française? Vous n'êtes pas d'accord, Philippe Doucet, mais la question se pose quand même autour justement du terme de laïcité, où finalement les musulmans de France se sont sentis visés
par tout ce débat autour de la laïcité? Parce que c'est les musulmans de France qui étaient à ce moment-là visés. Eh bien, tout ce débat qui essaie de mettre les concepts à côté de la plaque, lorsqu'on parle d'une chose simple et utile et salutaire comme la laïcité, ce débat évidemment fracture les Français, et il y a des gens qui contribuent à cette fracture-là, comme par exemple, permettez-moi de vous le dire, Madame Diallo. C'est-à-dire tous ces gens qui disent « oui, mais vous savez », qui essayent de semer la confusion entre racisme et critique des idées, critique d'une idée qui est la religion, qui veulent nous faire croire que critiquer l'islam, le radicalisme, ou même l'islam, même le dogme religieux musulman, équivaut à du racisme, qui contribue à nous dire « nous faisons de l'antiracisme en pratiquant cet éternel, ce sempiternel, insupportable paternalisme sur les musulmans », une forme d'essentialisme aussi, lorsque ces gens-là parlent des musulmans et veulent toujours les présenter comme une espèce de communauté mineure qu'il faut caresser dans le sens du poil, pour laquelle il faut baisser les standards de laïcité, pour laquelle il faut baisser les standards de nos valeurs universelles, soit parce qu'elles seraient congénitalement, selon eux d'ailleurs, incapables d'accéder aux valeurs universelles, ou bien parce que, attention, un musulman énervé est un musulman potentiellement dangereux. Pour moi, c'est ça le racisme, c'est ça qui contribue à exclure les musulmans, quand bien même c'est défendu comme une espèce de gentillesse, comme ça, de tolérance envers les musulmans. Vous savez, aujourd'hui, le racisme, c'est très difficile en France que des gens disent les bougnoules dehors, ou les nègres dehors, ou les musulmans dehors. D'ailleurs, c'est puni à juste titre par la loi, et heureusement que nous sommes dans un pays qui punit ce genre de propos par la loi. En revanche, pour moi, la forme la plus subtile, la plus pernicieuse de racisme et la plus sophistiquée et répandue, c'est le différentialisme culturel que l'on pratique sur les musulmans. Aussi longtemps que l'on essaiera d'expliquer aux musulmans qui sont d'abord des musulmans, aussi longtemps qu'on voudra nous expliquer qu'il faut intégrer les gens, y compris les plus fondamentalistes parmi eux, sous la forme la plus fondamentaliste, les intégrer, les accepter, faire comme si c'était normal, et vouloir aligner toute une communauté sur le standard identitaire de ces radicaux-là, eh bien, on aura toujours un problème finalement d'exclusion de ceux qui s'identifient d'abord comme musulmans avant de s'identifier comme des Français. Avant, quand on parlait d'intégration, il s'agissait de dire ces gens-là sont des Français. Aujourd'hui, on veut intégrer les gens en les désignant d'abord comme musulmans. Pour moi, ça, c'est un problème. Rokhaya Diallo, c'est vrai que pour vous, vous dites que ce débat sur la laïcité a fait accroître finalement le sentiment d'islamophobie. Hein. Alors d'abord, je suis très étonnée de ce que Madame m'entend dire, la variété de propos qu'elle me fait dire alors que je ne les ai jamais. Vous faites partie de ceux qui ont conspué Charlie Hebdo en 2011. Je n'ai jamais dit que les musulmans étaient vous n'aviez aucune sympathie pour les dessinateurs. Bien, j'espère qu'aujourd'hui vous en avez un peu après leur mort. Je n'ai jamais dit que les musulmans étaient congénitalement incapables d'adhérer aux valeurs. Non, ça c'est mon analyse. C'est ce que vous dites. Ça c'est mon analyse. C'est ce que vous venez de m'affirmer. Allez, on va laisser parler Rokhaya Diallo qui va répondre à Zineb El Rassoui. Merci Zineb El Rassoui. Sur la laïcité, en fait, moi, sur la question du droit au blasphème, évidemment, c'est dans le livre que vous avez cité, nous avons expliqué avec Jean Bobéro, qui est le sociologue fondateur de la sociologie de la laïcité, que le blasphème n'avait pas de statut juridique en droit français. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer, de moquer, de heurter des religions. C'est ce qui est fortement différent avec le fait de considérer dans leur globalité une communauté religieuse. C'est-à-dire qu'on a le droit, par exemple, de se moquer de l'islam ou du judaïsme. Si, par exemple, on s'en prend aux juifs en tant que groupe, là, on tombe dans le registre du racisme, et cela, c'est interdit. Pour revenir à la question de la laïcité, moi je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur cette question. Est-ce que vous pensez, vous, que le débat sur la laïcité a fait augmenter, a fait accroître un sentiment d'islamophobie au sein de la société française? Ce qui pose problème dans la manière dont la laïcité est invoquée aujourd'hui, c'est l'incompréhension par rapport au principe qui est promu par la loi de 1905. Dans l'introduction du livre, je commence par l'épreuve du brevet des collèges de 2014 qui avait été donc soumise à des élèves de 3e. On leur a demandé en fait de dire qu'est-ce que la laïcité. Une étude a été faite dans l'académie de Lille et dans les réponses des élèves, en fait, on a vu des élèves dire la laïcité, donc des élèves de 15 ans, de 3e, qui sont exposés à ce principe de laïcité à travers les médias dans lesquels nous intervenons tous régulièrement, y compris vous ou des politiques. Pour eux, la laïcité, alors certains disaient c'est la défense de la religion chrétienne, d'autres disaient la laïcité c'est cacher ses origines, d'autres disaient la laïcité c'est la possibilité d'avoir une religion, mais de la cacher et de l'exprimer uniquement chez soi. Donc ils avaient une conception de la laïcité qui était finalement la défense d'une conception particulière de l'identité nationale, bien contraire à l'esprit initial de la loi,
droit qui est celui de la liberté de conscience, qui est celui de la liberté de croire ou de ne pas croire, et qui permet à chaque citoyen français de finalement adhérer à une religion ou de ne pas adhérer à une religion. Mais vous ne répondez pas à la question, pardonnez-moi, vous ne répondez pas à la question si le débat sur la laïcité, après on parlera de l'école, si le débat sur la laïcité accroît le sentiment d'islamophobie, parce que c'est un débat qui a posé la question du menu dans les cantines scolaires, est-ce qu'il faut un menu sans porc, qui a posé la question du foulard, est-ce que les femmes qui accompagnent leurs enfants à l'école lors de sorties scolaires, est-ce qu'elles doivent porter le foulard, qui pose la question des piscines, parce qu'il y a des horaires qui ont été aménagés pour des femmes musulmanes dans le Nord, notamment. Pas seulement musulmanes. Ça a posé toutes ces questions-là. Absolument, est-ce que vous pensez que ces questions-là ont augmenté le sentiment d'islamophobie? Quand des enfants vous disent aujourd'hui, absolument oui, quand des enfants vous disent aujourd'hui qu'ils ont le sentiment que la laïcité est la promotion d'une religion contre une autre religion minoritaire, évidemment, ils sont exposés à des préjugés qui imprègnent de plus en plus l'opinion française, parce que certains font une promotion dévoyée de la laïcité, qui est un principe d'égalité et un principe de tolérance et d'acceptation de la diversité. Mais la laïcité, c'est aussi la séparation entre les le églises pouvoir, et l'État. entre les églises, la religion et l'État. Mais il est important de dire que le premier article de la Constitution... C'est quand même la première chose, quand même, la laïcité. La première des choses, c'est la loi de 1905. Et la première des choses, c'est que la Constitution française dit dans son premier article, la République respecte toutes les croyances. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, malgré les difficultés. Parce que qu'est-ce qui est ressorti après le 11 janvier, et même après ce qui s'est passé en novembre? D'abord, les Français ont mesuré nationalement et internationalement que ce qu'était la République, c'était quelque chose de fort. On respirait la République sans même s'en rendre compte. Et là, on s'est rendu compte que la liberté, l'égalité et la fraternité, ce qui était notre devise, c'était pas simplement une devise, mais quand dans la grande manifestation, il y a eu des Marseillaises de fredonner, il y a eu le sentiment de faire nation, parce que tout le monde finalement s'applaudissait. Ça, c'est des éléments importants. Ça, c'était pendant quelques heures. Ça, c'est le sentiment d'unité nationale. Non, c'est pas pendant quelques heures, c'est quelques... Il y a eu la place au débat. Et le débat, c'était la question des cantines scolaires, c'était la question du foulard. J'en viens sur la laïcité, mais derrière, par rapport à ça, je peux vous dire que ça, y compris après ce qui s'est passé en novembre, vous en peut être dans un pays où vous auriez pu avoir des ratonnades après ce qui s'est passé, y compris les attentats du mois de novembre. Donc le peuple français... Il y a eu des agressions islamophobes. Oui, mais pas au volume. Bien sûr qu'il y a des agressions islamophobes, on avait pour ça. Mais en attendant, globalement, vu le choc, derrière, on n'a pas eu cette logique-là. Donc les Français sont capables de faire une différence. Sur la laïcité, qui est une valeur essentielle, eh bien, c'est l'occasion de faire de la pédagogie, parce que dans ce que dit madame, c'est d'abord une méconnaissance de ce qu'est la laïcité. C'est sur le fond le fait que cette valeur essentielle, eh bien, n'est pas enseignée. Pour apprendre le fait qu'il y a la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, que sont les règles de vie que permet la laïcité du vivre ensemble, il faut les apprendre. Donc la laïcité, c'est pas dire la défense de la religion chrétienne. La laïcité, c'est pas empêcher quelqu'un d'exercer son culte. Mais la laïcité, c'est de respecter un certain nombre de principes sur l'égalité homme-femme, etc. Donc ça, c'est des données par rapport à ça, qui sont des données qui ont beaucoup progressé. Je vais vous la donner, Pierre-Yves Bournazel. On doit faire une petite pause. Le temps du rappel des titres, vous serez le premier à parler. Il y a en effet le rôle de l'école, justement dans cet enseignement de la laïcité, mais il y a aussi, excusez-moi d'y revenir aussi, les faits concrets. On parlera à nouveau des menus dans les cantines scolaires,